Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de culture ukrainienne. Nous sommes aujourd'hui avec Irina comme d'habitude. Irina Solovey et Charles Guenet. Tout à fait. Qu'on oublie toujours à dire. Et aujourd'hui, nous avons invité très intéressante qui s'appelle Irena Listopad aussi, comme moi. Et je vous présente. Alors, c'est une personne extraordinaire avec qui on a pris le contact depuis un moment déjà. J'ai dit, on va faire la vidéo avec vous, ce sera trop chouette. Donc, parce que Irena est docteur en philosophie. Elle a soutenu sa thèse à l'école pratique des hautes études de Paris en 2016, donc ça fait un moment déjà. Donc, depuis là, elle est autrice. Elle a écrit un ouvrage sur la philosophie médiévale qui s'appelle Un platonisme original au XIIe siècle. Cet ouvrage est paru chez Brépol. Ceux qui ne savent pas, c'est une maison d'édition internationale spécialisée en sciences humaines. Cet ouvrage est sorti et été publié en 2021. Elle est interprète, traductrice et aussi intervenante de l'initiative culturelle Printemps ukrainien que l'Institut culturel ukrainien a mené en France en 2022. Et elle est ingénieure pédagogique. Bonjour Irena et merci beaucoup d'être avec nous et être d'accord de nous présenter aujourd'hui. Le sujet est super intéressant. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, Charles, Irena. Ça fait toujours plaisir de parler de ma culture, de partager ça avec les Français. Peut-être une première question justement pour introduire un petit peu le sujet. Aujourd'hui, on va parler de philosophie. Est-ce qu'on pourrait donner, de façon peut-être un peu vulgarisée, une définition des grands mots du sujet, c'est-à-dire qu'est-ce que la philosophie, comment on définit un philosophe, ce genre de notions importantes pour la suite? D'accord. C'est pas une question simple. J'aurais pu faire une conférence dessus facilement, comme n'importe quel philosophe. On dirait que étymologiquement, philosophie, ça veut dire amour à la sagesse. C'est le deux mots grec, philo, amour, et sophia, sagesse. Donc, c'est une façon occidentale de parler de la sagesse et de gérer les choses les plus importantes. Aujourd'hui, je dirais que philosophie, telle que je le vois, c'est quand on parle, quand on décrit des choses importantes comme le monde autour de nous, la langue, le beau, le bien, voilà, ces choses assez abstraites mais qui sont importantes. Et en parlant de sujets importants, on essaie d'en déduire des principes pour expliquer comment ça marche, pour comprendre au mieux le monde autour de nous. Voilà. D'accord. Et du coup, le philosophe, c'est celui qui applique ces principes. Est-ce qu'on a peut-être des éléments à ajouter sur la définition du philosophe? Je pense que dans la tête de beaucoup de gens, on a surtout en tête le philosophe populaire, qui est peut-être un peu différent du philosophe académique. Ou voilà, qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus? Déjà, je ne sais pas si vraiment le gens réfléchit beaucoup sur ce que c'est un philosophe aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il existe des différentes façons de pratiquer de la philosophie. Philosophie vient de Grèce, concrètement de Socrate, Platon et Aristote, des premiers philosophes grecs. Et c'était toujours, ça a commencé comme un mouvement académique. Les gens se réunissaient dans les endroits qui s'appelaient écoles. Oui, dans le cas de Platon, c'était Academia, dans le cas d'Aristote, c'était lycée et lycéum.
Et donc, il marchait ou restait assis et parlait de la philosophie, des choses importantes, des trucs dont j'ai décrit, le bien, le mal, comment vivre, etc. Donc, et majoritairement dans l'histoire de philosophie, ces traditions restaient académiques. Donc, c'était toujours lié au centre intellectuel. Donc, aux endroits, il y avait des gens qui avaient le temps à consacrer à ces genres de réflexion et qui étaient suffisamment préparés pour mener ces genres de réflexion. Donc, c'était en Grèce. Après, c'était aussi tradition des écoles de la Rome antique, Byzantie, Occident chrétienne où c'était des monastères, après les universités, voilà, jusqu'à nos jours. Sachant qu'il y avait toujours certains mouvements qui sortaient du milieu académique parfois les gens n'étaient pas contents, ils voulaient changer. Par exemple, le XVIIe siècle, on parle de 16e, 17e, le changement de paradigme philosophique avec René Descartes, qui, après avoir fait les études, partie des universités et qui écrit ses livres indépendamment du milieu académique. Il n'était pas accepté dès le début. Mais avec le temps, il est devenu un grand philosophe qui a changé la façon dont on fait les philosophies. Mais ces grands philosophes du XVIIe, Descartes, Spinoza, Locke, Hume, ils n'étaient pas académiques. Et il y avait toujours cette tension entre les deux, académique et non académique. Aujourd'hui, on voit que la philosophie se pratique sur YouTube, ça se pratique à la télé, dans les discours, notamment en France où il y a des entreprises qui invitent des philosophes conférenciers, donc qui sont parfois académiques, parfois non, mais c'est une façon de pratiquer la philosophie qui est née dans les conditions contemporaines, qui est légèrement différente de la philosophie académique. Disons, philosophe académique, il y a un grand accent sur l'histoire des philosophies. Nous, on étudiait vraiment beaucoup en certaines périodes qu'on a choisies et on travaille dedans et on tire notre inspiration pour notre réflexion pour ça. Les philosophes qui partent de l'académie, ils continuent quand même s'appuyer sur ses prédécesseurs parce qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau, à vrai dire, dans les philosophies. Mais souvent, ils laissent tomber la précision académique, toutes les citations et tout ça pour en sortir le contenu. Donc, c'est la différence. D'accord, je profite du coup de la transition toute faite où on parle de l'histoire de la philosophie pour nous rapprocher un peu plus du cœur du sujet de cette vidéo. Vous pourriez nous proposer une brève histoire de la philosophie avec évidemment un focus spécifique sur l'Ukraine et donc voilà, l'histoire de la philosophie en Ukraine plus spécifiquement. D'accord. Oui. Alors, si vous voulez partager votre écran, on le voit plus sur l'instant. Donc voilà, Oui. je vous juste le dis si jamais il y a des illustrations à rajouter. Je vais partager au moment donné. Pour cette question, j'ai pas préparé l'image, mais je peux dire rapidement en s'appuyant sur le fameux en Ukraine parmi les philosophes Manuel Devilan-Horsky, qui était philosophe du XXe siècle et d'ailleurs je la connaissais. C'était un de mes professeurs à l'Académie Mohyla de Kiev. Il a écrit ses manuels sur l'histoire des philosophies. Donc, en Ukraine, on peut parler de certains mouvements philosophiques à l'époque des Russes de Kiev. C'est 9e, 12e siècle. Mais cette philosophie était orale. Donc, on a les traces dans les chroniques que ça existait, mais on n'a pas vraiment le contenu qui est conservé. On a quelques noms à citer? Non, désolée, je m'en souviens plus comme ça. C'est pas vraiment mon domaine. La vraie philosophie écrite commence avec Académie Mohyla de Kiev et dans le XVIIe siècle. C'est un moment très intéressant parce qu'en Occident, il y avait déjà Antiquité, Moyen-Âge, Réformation, donc protestantisme, et on arrive au moment donné à la contre-réformation catholique, donc époque baroque, et tout ça arrive tout d'un coup en Ukraine avec tous ces pensées très condensées.
Et on le voit dans les œuvres de professeurs de l'Académie Mohela de Kiev. Je vais en parler davantage plus tard. Pour dire après, on peut aussi discerner 19e et 20e, 21e siècle. 19e siècle, il n'y a plus d'académie Mohela de Kiev telle qu'elle était avant, mais le centre de pensée, c'est l'université qui est aujourd'hui connue comme Université Taras Shevchenko, mais à l'époque s'appelait Université de Saint-Volodymyr, comme Volodymyr, le grand prince qui a baptisé les Russes de Kiev. Donc, dans cette université, il y avait faculté de philosophie, il y avait professeurs universitaires qui a développé cette matière, notamment en suivant majoritairement Kant et Hegel. Aussi, à côté, il y avait un moment de philosophie romantique. Aujourd'hui, quand on dit romantique, on imagine comédie romantique ou roman romantique. Mais philosophie romantique, 19e, c'est vraiment philosophie parle de la notion de la nation. Donc, qu'est-ce que c'est peuple? Ça fait que peuple fait la nation? Qu'est-ce que c'est façon de vivre ou une certaine mentalité? Et aujourd'hui, la façon dont on comprend les nations en Europe, ça vient de la philosophie du 19e. C'était notamment Gerder, philosophe allemand, mais en Ukraine, il y avait Kostomarov, Antonovitch, il y avait aussi les écrivains comme Shevchenko, Kulish, qui s'imprégnaient de cette philosophie pour parler de l'Ukraine et aussi de l'Ukraine indépendante. Pour nous, c'était très important parce que l'Ukraine n'existait pas comme pays indépendant à l'époque. Voilà, j'ai une question, si vous voulez un petit peu plus développer. Comment maintenant Ukrainiens se sont et se perçoivent comme le pays indépendant? Et est-ce que c'est grâce à cette philosophie qui a structuré notre pensée de maintenant? Je ne sais pas si la question est claire. Bonne question. Alors oui, et c'est pas la philosophie académique, c'est la philosophie qui est dans les œuvres écrites. Quand on lit Taras Shevchenko, il y a un message qu'il transmet que, voilà, il faut se libérer de Moscou et devenir indépendante. Les œuvres de Lesia Ukrainka, qui était une autrice, mais elle était aussi une grande penseur. Elle a cité Nietzsche, elle a polémisé avec Olga Kobylanska, une première féministe ukrainienne. Donc, oui, ça nous inspire beaucoup. Et je dirais que 19e et aujourd'hui, pour moi, c'est les deux périodes de renaissance de la philosophie ukrainienne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophes comme Volodymyr Yermolenko, Tatiana Ogarkova, Lech Homa, Vakhtang Kebuladze, qui vraiment réfléchit sur la question de décolonisation, de l'indépendance de l'Ukraine, de qu'est-ce qui fait que nous sommes une nation et toutes ces questions. Et c'est très vif aujourd'hui et très important pour nous aujourd'hui. Est-ce que ces gens, ces philosophes ont pris comme la source depuis Europe, depuis France, depuis philosophes français pour structurer leur pensée, à votre avis? Pas vraiment. Alors, d'où ils ont trouvé le Shevchenko, les Ukrainka et les autres, d'où ils ont trouvé leur idée? Allemagne. On était plus proche philosophiquement de l'Allemagne à l'époque, et comme dit Gerder, c'est un philosophe allemand qui commence comme philosophe romantique avec l'idée de la nation. Après, il y a Schiller. Et d'ailleurs, la France s'inspire aussi de ces sources allemandes. Et c'est pas c'est pas que la philosophie, c'est aussi, par exemple, le mouvement d'ethnographes qui venaient étudier le peuple avec cette idée qu'il faut étudier comment le peuple vit, comment il parle, qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce qu'il chante, aller à la source pour comprendre qui sommes-nous comme nation. Ouais, cette idée, elle vient des philosophes, mais elle était reprise par les ethnographes, et il y avait plein en Ukraine aussi, à l'époque.
On continue peut-être sur Mohila et l'histoire philosophie en Ukraine. Alors, vous avez bien commencé et vous avez promis que vous allez nous expliquer en plus. D'accord, merci. Tout d'abord, je vais parler majoritairement de l'histoire et un peu de la philosophie. Vous verrez pourquoi. Mes connaissances, je veux dire, du fait que j'ai fait les études à l'Académie nationale Mohila de Kiev, et à vrai dire, en tant qu'étudiant, on est obligé de prendre un cours qui s'appelle l'histoire de l'Académie. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris en tant qu'étudiant. Et en plus, je m'appuie sur les travaux de mon collègue Mykola Simčić qui étudiait vraiment les manuscrits d'époque. Il a fait un grand travail dedans et moi, c'est pas vraiment mon domaine de recherche. J'ai pris beaucoup de choses de lui. Donc, je vais commencer un peu pour expliquer ce que c'est Académie, comment elle apparaît et comment elle se développe. La fondation de l'Académie remonte au début du XVIIe siècle, à l'année 1615, quand la fraternité de Kiev, c'était l'union d'artisans, ont créé une école pour les garçons, pour que les garçons puissent apprendre sur place. Et d'ailleurs, il y a une dame, Galshka Gulevechivna, qui a cédé une somme d'argent et un bâtiment pour établir cette école. Donc ça, c'est la première fondation et cette dame, elle fait partie de la méthodologie de l'Académie. Malgré que c'était une femme, elle a quand même fait beaucoup pour que les hommes... Voilà, tout à fait. C'était pas une première féministe. On n'a pas beaucoup de... Ouais, c'est vrai. Elle, malheureusement, mais déjà le fait qu'elle était riche, qu'elle pouvait elle-même gérer ses argents, ça, je pense que ça nous dit beaucoup. Ouais. Donc, deuxième grande étape, c'est 1632, quand cette école s'est réunie avec l'école de l'or de Petchersk. Vous savez, Kiev, c'est aussi un lieu où il y a l'or de grotte de Petchersk, un très grand monastère du Xe siècle, où il y a la tradition des moines qui ne s'interrompt pas depuis 1000 ans déjà. Donc, à l'époque, il y avait l'école de l'Ora, cette école de fraternité qui signe à une seule école. Et le fondateur de ces mouvements, c'est... je vais le montrer. Je profite quand vous cherchez pour ceux qui veulent visiter Ukraine et visiter Kiev. On vous conseille vivement justement visiter l'or de Petchersk. Avant, et l'or de Petchersk était prise, occupée par le patriarcat moscovite. Je ne sais pas si je prononce correctement, oui. Maintenant, l'Ukraine a pris le loi que on a dégagé, on peut dire, je cherche le mot, tout le patriarcat de Moscovie. Et maintenant, lors de Petchersk, il y a, j'espère qu'il reste très peu de traces de Moscovie. Donc, on peut maintenant visiter et c'est devenu énergétiquement, si on peut dire, plus libre. C'est une petite annexe. On revient sur l'histoire. Ok, donc je vous projette une image de Petro Mohila. C'était un homme de l'Église, je crois qu'il était archevêque à l'époque, et il a initié la création de l'Académie. Donc les deux écoles qui avaient le statut plus bas comme école se sont réunies et il y avait une statut à l'Académie. Qui était à peu près égale à l'université. À l'époque, il y avait les universités qui devenaient de plus en plus laïques et il y avait des académies qui restaient sous influence de l'Église. Mais au niveau d'études, les deux étaient à peu près pareils. C'est juste la question qui a fondé. Donc, voilà. Donc, Église orthodoxe de l'Ukraine, avec Petro Mohila, a fondé Académie en 1632.
Donc, nous n'avons pas les traces de bâtiments du XVIIe siècle, mais ici, vous voyez le bâtiment du début XVIIIe siècle, qui est à la place du bâtiment original offert par Galska Gulovechivna, la mécénée de l'Académie. Le bâtiment original était en bois et celle-ci était refait en pierre. Voilà, donc, telle était l'Académie au début XVIIIe siècle, 1700 et quelques. Ici, vous voyez déjà début 19e. Donc, il faut savoir que l'Académie restait telle qu'elle est jusqu'à 1819. Ça s'appelait Académie Mohila de Kiev. Et ensuite, en ce moment, 1819, elle était fermée par le synode. C'était justement l'organe qui a géré l'Église orthodoxe russe. À l'époque, on était déjà sous la Russie, donc Académie était fermée. Et un autre établissement, Académie théologique de Kiev, était réouvert à sa place. Si je comprends bien, Irena, c'est le style de baroque que oui. on voit. Oui, sur cette. On peut faire plus grand, s'il vous plaît, si possible. Ok. Ah, voilà, trop bien. Voilà. Donc, à gauche, vous voyez le bâtiment que je vous ai montré tout à l'heure, 17e. À droite, c'est les monastères de Fraternité de Kiev, qui n'existent plus à nos jours. Il était détruit par le pouvoir communiste en 1935. Mais le bâtiment à gauche est conservé. La tour est conservée. Le gauche, celui-là. À gauche. Ouais. D'ailleurs, la tour, elle est partiellement conservée. Aujourd'hui, elle fait partie d'un autre bâtiment. Mais le truc au milieu, le monastère, était explosé par les communistes. Donc, ça, c'est 19e. Ensuite, le communiste arrive en 1917. Ça, c'est la photo de nos jours. Et 1917, Académie théologique, bien évidemment, était fermée. Et le bâtiment à gauche était donné à l'Académie maritime. Et c'est ce qui avait lieu là-bas pendant le XXe siècle, tout au long de l'époque communiste. Donc là, vous voyez 3 bâtiments. Aujourd'hui, c'est Académie Mohila de Kiev. Bâtiment original, le façade, c'est ancienne Académie maritime. Bâtiment à droite aussi. D'ailleurs, il y avait même jusqu'à récemment la phrase de Lénine sur le façade. Elle était учиться, étudier. Lénine, elle était élevée, j'ai envoyé un an. Ouais, quand j'étais petite à l'école, même pendant l'indépendance ukrainienne, on a encore vu ces phrases-là. Tout à fait. Et il y avait, quand je suis arrivée à l'Académie au début du 21e siècle, dans les années 2003, il y avait toujours les traces des trucs de l'Académie maritime dans les salles. Bon, après, maritime, c'est moins grave que soviétique, les traces soviétiques, mais quand même. Qu'est-ce qu'on peut apprendre selon ces 3 bâtiments, 3 types d'architecture, je veux dire même. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur Ukraine en regardant ça, à votre avis? Beaucoup de choses, évidemment, afin je vais repartager. Excuse-moi. Si vous voulez, le bâtiment original, c'était, ça vient de l'architecture classique. Partage d'écran. Ça, c'est architecture classique avec des éléments de baroque. Ensuite, ici, vous avez un monastère et église baroque. D'ailleurs, en Ukraine, le style baroque était beaucoup plus répandu qu'en Russie. Ce style est venu de l'Espagne et il était vraiment très bien accepté en Ukraine. On a fait plusieurs variations de l'architecture baroque. C'est vraiment c'est quelque chose qui a repris le nerf de ce que c'est être ukrainien, qui est très bien exprimé notre façon de vivre au 18e.
Et voilà, ici, vous voyez, c'est communiste et à gauche, il y a toujours ces bâtiments baroques. Et on peut approcher, c'est le même bâtiment que je vous ai montré début 18e tout à l'heure, classique avec des éléments baroques. Ouais, elle est un peu changée. Un peu, beaucoup, en fait. Bah, vous voyez, il y a toujours les mêmes Les tours. colonnes, la tour. Ouais, ouais. Et bah, là, c'est justement c'est le style baroque avec beaucoup de demi-colons. Mm. Je dirais que en fait, on était proche d'Europe. Puis pendant l'occupation soviétique, en fait, ils ont tout refait, ou même rentré dans l'architecture. Et là, on revient un petit peu encore Enfin, vers l'Europe. je ne peux pas dire qu'on revient parce que c'est un bâtiment du 18e, c'est original. Ouais, oui, oui, ouais, c'est pas le moment que je choisis. On garde. Est-ce qu'au niveau des couleurs, on a une idée un petit peu de ce qu'avaient pu être les couleurs des bâtiments anciens? Je dis ça parce qu'en France, on a souvent aujourd'hui nos églises, je les prends comme exemple parce que ça fait partie des bâtiments anciens qui sont maintenant blanches ou tout du moins unies, alors qu'on sait que quand on remonte dans leur histoire, elles avaient plutôt tendance à être peintes même à l'extérieur, à avoir des couleurs plus chatoyantes qui se sont perdues avec notre histoire. On va dire avec le temps pour être plus précis. Est-ce qu'il y a eu ce genre de phénomène aussi dans l'architecture ukrainienne ou en tout cas sur les bâtiments dont on parle? Je pense que bâtiment baroque était blanche, c'était vraiment propre aux extérieurs. Après, vous voyez que le tour en haut, il y a une partie dorée. Donc, ils essayaient de faire tous les tours de l'église dorée à l'époque, mais c'était enlevé pendant l'Union soviétique pour la raison parce que c'était une vraie or. Donc, on essaie de revenir à ça, effectivement. Voilà. Et ce que je veux montrer aussi, c'est intérieur, c'est la bibliothèque aujourd'hui où je peux faire mes études. C'est une bibliothèque, il y a un événement dedans, mais vous voyez, il y a des livres et il y a les portraits de différentes personnes qui sont reliées à l'académie à l'époque différente. Ok. Intéressant. Donc, voilà un peu pour l'histoire de l'académie. Donc, l'académie originale, c'est 1635-1819. Elle était reprise avec l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Et depuis, elle existe comme université nationale, Académie Mohyla de Kiev. Donc, ça, l'université, c'est statut, mais Académie Mohyla de Kiev, c'est son nom historique. Académie, c'est parce que ça s'appelait Académie au 17e, 18e. Et Mohyla, comme Petro Mohyla, son fondateur. Pour conclure cette petite partie que vous allez bien faire, est-ce que vous pouvez encore une fois répéter pourquoi c'est important de parler de cette académie dans le cadre d'histoire de philosophie d'Ukraine? Oui. Parce que c'était là-bas qu'il y avait lieu la première philosophie écrite dont on a des traces. C'est le début de la philosophie en Ukraine. Et c'est première raison. Et deuxième raison, on voit le lien entre cette philosophie européenne parce qu'en plus, cette philosophie est écrite en latin, qui était la langue de travail des universités en Europe à l'époque. Donc, je vais continuer avec une transition toute faite, puisqu'on parle donc de la philosophie et des liens qu'elle a pu avoir avec d'autres éléments. Pour vous poser maintenant une question sur la philosophie et les liens qu'elle a pu avoir, peut-être spécifiquement au XVIIe siècle, mais ailleurs évidemment aussi, avec la politique ou avec la religion, puisqu'on se doute bien que les trois entités ont dû beaucoup s'influencer au cours de l'histoire. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la relation entre ces trois éléments, philosophie, politique et religion? Ouais. Donc, pour moi, c'est important, surtout pour remettre bien la philosophie de l'académie dans le contexte de sa création. Et en plus, il faut expliquer aux Français parce que j'imagine qu'ils ne connaissent pas trop notre histoire. Déjà, début XVIIe siècle, au moment où l'académie a été créée, l'Ukraine faisait partie de la Grande Duchesse de Lituanie.
et ainsi que la Pologne. Donc ici, vous voyez le plan. Tous les trucs jaunes, c'est la Grande-Duchesse de Lituanie, donc Lituanie, un peu de la Russie, Pologne et l'Ukraine. Vous voyez le point Kiev, c'est un Polonais. Et donc, à l'époque, pour Petro Mohyla, Pierre Mohyla en français, c'était évident que l'Ukraine fonctionne en tant que partie de cette grande-duchesse. Tous les choses officielles, toutes les écritures se passent en latin. Et donc, il faut apprendre aux aristocrates ukrainiens de parler et écrire latin pour être en mesure de fonctionner sur ce territoire. Et en plus, il y avait un autre problème. Déjà, il y avait les jésuites, c'était la contre-réformation, à l'époque où l'Église catholique reprend ce pouvoir et jésuites, les académies jésuites commencent à se répandre et c'était la première source de l'éducation dans les Grandes-Duchesses de Lituanie. Et donc, jusque-là, quand un enfant ukrainien voulait avoir l'éducation, il est allé dans l'académie des jésuites, qui se trouvait par exemple à Lviv à l'époque. Mais jésuites faisaient beaucoup de prosélytisme. Souvent, cet enfant sortait déjà catholique de cette académie, ce qui ne convenait pas aux aristocraties ukrainiennes qui voulaient garder sa religion, orthodoxie et son indépendance au sein de cette grande-duchesse de Lituanie et surtout indépendance de la Pologne. Donc, c'est pour ça que Pierre Mohyla, il décidait de créer l'académie où les enfants de l'aristocratie pouvaient apprendre en latin, mais rester orthodoxes. Sachant que 20 ans après, 15 ans après, la guerre s'éclate. Il y avait la guerre sur le territoire de l'Ukraine entre Pologne, Turquie et forces ukrainiennes qui voulaient garder son indépendance. Et notre Hetman, Bogdan Khmelnytsky, en ce moment, il décide de faire un accord avec Moscou. Pour que, d'ailleurs à l'époque ça s'appelait pas Russie mais Royauté de Moscou, pour qu'il nous aide à combattre les Polonais et les Turcs. Et c'est ainsi que l'Ukraine commence à tomber progressivement sous l'influence de la Royauté de Moscou et puis de la Russie. Donc, je peux vous montrer que que 1686, le territoire de l'Ukraine ressemblait à ça. Kiev, c'était déjà sous l'influence de la Royauté de Moscou. Tout ce qui est vert, c'est Moscou, l'autre, c'est Grande-Duchesse de Lituanie. Donc, c'est là où, au moment où la conquête progressive de l'Ukraine par la Russie a commencé. Et donc, ça a changé le climat politique. Il y avait plus de tensions, il y a plus de tendance d'aller vers l'Église orthodoxe russe et éloignement progressif des mondes occidentaux. Là, on parle d'une conquête qui est pas forcément militaire. Ça a été une influence qui a été un peu choisie ou ça a quand même été une conquête avec des soldats à ce moment-là? C'est compliqué parce que la guerre a duré 30 ans et il y avait toutes les étapes. Ouais. D'accord. Il y avait, c'est pas. Bogdan Khmelnytsky a fait le traité avec la Russie où il a dit qu'on sera sous son influence. Mais ce traité était renégocié au cours de 50 ans et jusqu'à Pierre Ier, y compris avec la force. D'accord. C'était pas clair pour nous même jusqu'à maintenant, je pense. Donc il a fait ce qu'il pouvait faire à ce moment-là. Il fallait choisir entre pire et encore pire. Si on s'appelle cette période la ruine parce que c'était 30 ans de guerre entre Pologne, Turquie, Russie et les forces de l'Ukraine.
Et donc, l'académie qui était fondée comme académie orthodoxe mais latin, pour travailler, pour occidentaliser l'Ukraine, est restée sur les territoires qui étaient sous l'influence russe, qui étaient russophones majoritairement. Et en gros, elle est devenue de plus en plus obsolète avec le temps. Et c'est à ce moment-là, si je me trompe pas, depuis le XVIIe siècle, on commence à avoir toutes ces lois qui interdisent la langue ukrainienne. Oui. Oui. Déjà, c'était compliqué en soi parce qu'il n'y avait pas de la langue ukrainienne, les langues nationales n'étaient pas définies à l'époque. L'écriture, toutes les trucs bureaucratiques étaient en latin parce que c'était la langue d'usage. En Russie, en Ukraine et sur quelques autres territoires, il y avait ancien slave qui était à l'usage dans les monastères. Mais les langues locales, il n'y avait pas encore de livres écrits dans les langues locales. Donc, par exemple, on peut parler du moment où certains prêtres et moines ukrainiens commencent à écrire dans leur livret, justement dans le 17e, le commentaire en ukrainien. Et la première fois qu'un archevêque de Moscou vient dans les années 1680 en Ukraine, il voit ça et il interdit ça. Il dit que vous ne pouvez pas noter en langue locale. Et ça, c'est considéré comme première interdiction de la langue. La question qui me vient tout de suite, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est quand le peutre grand, je crois, qui a demandé de créer la langue russe. C'est le 17e, si je ne me trompe pas. De standardiser, c'est pas de la créer, mais de la standardiser. Quand on a pris de la base l'ancienne langue slave. Je ne suis pas spécialiste sur ces sujets. Ok, c'est juste la question qui est venue comme ça. Moi non plus, je ne suis pas spécialiste. Il y a un truc ukrainien, il y a un truc intéressant que je peux vous raconter, que j'allais raconter après. Un de professeurs de l'Académie Mohyla de Kiev, Teofan Prokopovitch, qui n'était pas une très bonne personne, oui. disons ouvertement. On veut raconter justement pourquoi les Ukrainiens en veulent beaucoup. Donc, Teofan Prokopovitch, qui était brillant, on voit ça de son cours de la philosophie à l'Académie. Il fait la carrière dans l'Église. Et en ce moment-là, il y a Pierre le Premier qui mène la politique de l'appropriation des intellectuels. C'est-à-dire, Pierre le Premier vient en Ukraine, il voit qu'il y a académie, il y a beaucoup d'intellectuels, des gens intelligents, et c'est quelque chose qui lui manque à Moscou. Il y avait pas à Moscou, il y avait une seule académie, il n'y avait pas assez de gens éduqués à l'époque, et il commence à reprendre les gens de l'Ukraine. Et Teofan Prokopovitch, il était très partant. Il a déménagé avec grande joie à Moscou. Il a devenu évêque de Pskov, puis de Novgorod, mais il a vécu quasiment tout le temps à Saint-Pétersbourg avec Pierre le Premier. Et il a écrit beaucoup de livres en ancien slave pour soutenir Pierre le Premier, pour structuriser l'Église orthodoxe, pour lui la rendre l'Église orthodoxe russe telle qu'elle est aujourd'hui, une structure très hiérarchisée, gérée de haut par le tsar. Et genre règles de fonctionnement des grands synodes, c'est un organe qui gérait l'Église, c'est Teofan Prokopovitch qui les a écrits. Il a écrit les premiers livres sur la censure, comment censurer les livres en Russie, et on pense qu'il a fondé Taynaï Kancelaria, la chancellerie secrète, qui est un prototype des KGB.
Voilà. Et c'est lui justement pourquoi on le veut aussi, les Ukrainiens en veulent beaucoup, Oui. parce que Et lui, il a donné cette idée à peut-être grande que vous êtes. une raison pourquoi ça peut être comme ça, il a aussi donné une idée à Pierre le Grand de renommer royauté à Moscou en Russie. Empereur, de se renommer empereur et Empereur de toutes les Russes, ouais, pour de essayer toutes de les Russes. s'approprier l'histoire. Russie, c'était un pays qui existait à le territoire de l'Ukraine, avec capitale de Kiev, entre 9e et 12e, qui était très grand. C'était une grande empire, un pays très puissant. Et il y avait cette idée que si Pierre Ier il reprend le nom Russie, c'est comme s'il se proclame le descendant de ces pays puissants qui existaient depuis toujours. Tandis que le royauté de Moscou, ça n'a pas vraiment beaucoup de rapport avec Kiev. Mais peut-être, parfois on pense que de cette façon, Prokopovitch, il voulait un peu renouveler cette gloire ukrainienne. Mais bon. Ouais, il y a des avis qui sont différents. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est clair qu'il n'était pas une bonne personne et pour l'Ukraine, il n'a pas fait beaucoup de choses. C'est surtout qu'il était les cerveaux de Pierre Ier. On peut peut-être parler de comment l'académie est représentée dans l'imaginaire ukrainien. Parce que c'est Académie Mohila de Kiev, c'est pas uniquement quelque chose qui est connu dans le monde universitaire et politique, mais les Ukrainiens, ils connaissent ces établissements qui existent depuis des siècles et ça existe dans l'imaginaire collectif. Par exemple, prenons les écrivains ukrainiens. Il y a l'écrivain Nechuy Levitsky, Ivan Nechuy Levitsky, qui écrit un livre Kaidasheva Simya. Et là-bas, il décrit un pèlerinage annuel qui a lieu chaque automne quand les gens ne travaillent plus sur la terre, ils finissent leurs travaux et il y a beaucoup de gens qui font le pèlerinage annuel à Kiev. Et il visite Podil, où se trouve à l'Académie Mohila de Kiev. Il visite ces lieux précis. Il parle de ces lieux comme si c'était le lieu plein de miracles, où il y a des étudiants qui parlent la langue qu'ils ne comprennent pas, où il y a des monastères, où il peut vivre dans les bâtiments avec les étudiants pendant le pèlerinage, où il peut visiter tous les monastères, voir plein de trucs sacré et c'est quelque chose qui avait lieu entre 18e et 19e, ce pèlerinage annuel. Et c'était comme la terre sacrée, concrètement, l'Avra des grottes de Kiev et monastère de fraternité avec l'Académie Mohila de Kiev. Donc, ces lieux-là. Donc, ça, c'est le premier moment. C'était vraiment important pour les gens. Tout le monde en Ukraine savait que c'est là et que les gens peuvent y aller. Deuxième moment important, c'est que les gens savaient que l'Académie Mohila de Kiev, c'est l'endroit où les gens étudiaient pour devenir prêtres. Ce qui est drôle parce que quand j'ai devenu mes études, les gens m'ont demandé ça. Ah, tu vas être prêtre? Donc ça a resté jusqu'à maintenant. Oui, sachant que je suis une femme, donc c'est plus probable. Bon, maintenant, ça change. Ouais, mais bon, dans l'église orthodoxe, pas trop. Mais c'est quelque chose qui est resté depuis des siècles, cette idée que c'est là où les gens vont pour étudier, pour devenir prêtres. Ça s'appelait Boursa. Les étudiants s'appelaient Boursaki. Il y avait ce bâtiment de Boursa, mais il y avait aussi les bâtiments où les étudiants dormaient qui étaient sur Podil aussi. Il y avait quelques-uns d'eux qui sont conservés, qui font aujourd'hui partie de bâtiments de l'Académie Mohila de Kiev. Est-ce qu'il y a le lien avec le mot français, la bourse? Oui, ça vient de latin. Je pense que les deux viennent de latin. Et c'est par rapport à un truc d'école. Ouais, c'est pas vraiment que on a payé. Si, quand même, on a pris les gens. Il faut que je regarde précisément ce que ça veut dire en latin, mais c'est souvent comme ça. Il y a un mot qui désigne un truc. Non, mais je veux dire que dans l'Académie de Mohila, on a pris ces hommes pour leur donner des études, on les logeait, on les nourrit. Donc c'est comme la bourse, hein, qu'on
Est-ce que vous savez, est-ce qu'ils ont reçu une pension ou quelque chose pour vivre? Comment ça se passait? Les étudiants ont payé pour étudier là-bas. Donc, c'était fondé comme école pour les enfants riches dès le début. Donc, ils payaient pour faire leurs études. Par contre, l'âge des étudiants, ça variait entre 10 et 30 ans. Pourquoi? Parce que un aristocrate a pu envoyer son enfant là à l'âge de 10 ans. Et dans ces cas-là, il aura pu embaucher un autre étudiant plus âgé, mais qui n'a pas pu payer ses études et payer pour lui. Et cet étudiant plus âgé accompagner ces jeunes garçons dans ses études. C'est ainsi que les étudiants démunis ont eu accès aux études à l'académie. Ah, mais c'est le système intéressant. Et après, il y avait aussi à l'époque, il y avait ce système d'immigration interuniversitaire où étudiants pouvaient étudier une année à Kiev, l'autre année à Lublin, ensuite une année à Paris, qui voyageaient, vous savez, cet étudiant vagabond de fin du Moyen-Âge. Donc, Kiev faisait partie aussi de ça. Et il y avait des étudiants qui pouvaient étudier une année, puis aller travailler pour pouvoir payer leurs études, puis étudier encore une année, et ça a continué. Comment c'est les relations entre France, Ukraine, entre Académie de Mohyla et entre les universités en France? Par exemple, vous êtes dans Académie de Mohyla. Quand vous êtes apparu en France, est-ce qu'il avait le programme spécial? Comment ça se passe maintenant? Moi, c'était démarche individuelle. Et je dirais que c'est toujours à ma connaissance, c'est toujours plutôt les démarches individuelles. Voilà. Mais c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a maintenant les échanges des étudiants, même le travail entre les professeurs ou quelque chose comme ça? Même s'il reste au niveau individuel, il y a individuel des échanges. Toujours. Ouais. Alors, je sais que Paris Vite a signé un accord l'année dernière, mais je ne sais pas si c'est en vigueur ou comment ça se passe réellement. Je pense qu'aujourd'hui, l'université française commence à signer pour ces genres de trucs pour montrer leur support, leur soutien aux universités ukrainiennes, surtout que notre recteur Kvit, il sollicite, l'année dernière, il a venu faire le tournée des universités françaises et quelques accords étaient signés pour montrer la solidarité entre les différentes communautés académiques ukrainiennes surtout. L'Académie des sciences en France avait fait un partenariat avec une académie à Kiev aussi pour accueillir notamment des chercheurs qui pouvaient plus forcément étudier à Kiev, en tout cas au début, et pour montrer la solidarité. Et il y a maintenant une école française à Kiev pour laquelle ils participent. Je sais qu'il y a quelques académiciens que j'aime bien, comme Étienne Gis là-bas, qui ont des fonds et qui ont des programmes pour essayer d'aider les étudiants. Là, on parle surtout des étudiants, on va dire en fin d'études, tout ce qui est thèse, post-doctorat, à continuer leur travail entre la France et l'Ukraine. Ok. Pour revenir à mon sujet précédent, Académie dans l'imaginaire collectif, il y a Mykola Gogol, écrivain ukrainien du 19e, qui a fait beaucoup aussi pour maintenir cette image on peut dire des prêtres, des gens qui étudient pour devenir prêtres. Il y a son œuvre Vie, où il y a Khoma Brut, qui lui-même est étudiant de l'Académie Mohyla de Kiev. Donc, l'action, ça se passe début 19e. C'était probablement encore ancienne académie latin. Et ce qui se passe dans cette œuvre, c'est que cet étudiant, il vient dans une village plutôt, il y a des choses bizarres qui se passent. Il y a une jeune fille qui meurt et il est sollicité pour donner la prière sur son corps mort. Et en ce moment, il y a plein de monstre qui arrive et il fait des prières et des gestes magiques pour les battre.
Ok, Ouais, c'est une espèce de l'ouvrage de horreur Oui, d'accord. mais de l'époque. Ce qui est intéressant, que cet ouvrage de horreur, le livre de horreur, on a lu quand on avait 11 ans, 10, oui. 11 ans à l'école. Vous savez, Je pouvais plus dormir pendant quelques semaines après ce livre. mais Gogol lui-même, bien qu'il écrivait en russe, il appartenait à ce moment de romantisme parce qu'il a beaucoup aimé l'Ukraine. Il a décrivé l'Ukraine avec plein d'images. Il a parlé beaucoup des monstres, de sortes des esprits de toute notre imaginaire païen qui est très fort dans notre tête. Et même Vie, cette œuvre qui parle de monstres, Vie, c'est une sorte de monstre païenne à qui Romain Brut, comme futur prêtre orthodoxe, fait face. Donc, pour Gogol, l'Ukraine, c'est une terre des miracles. Ouais. Et il a inculqué cette image de Roma, des gens qui étudiaient à l'Académie Mohila, qui étudiaient des trucs bizarres pour devenir prêtres, pour être forts. Alors, c'est la première apparition dans les œuvres de Gogol et deuxième apparition, c'est dans le livre Taras Bulba. Il y a un moment où Taras Bulba, c'est un sotnik, une personne cosaque. Comme un capitaine de... Ouais. Mais je dirais qu'il a dirigé une section, oui. Oui, ouais, de section, donc plutôt Il est cosaque. Colonel. On peut dire ça. Ah, oui. Et au moment où il arrive à la maison, le livre commence par le fait qu'il arrive à la maison de la guerre et il rencontre là-bas ses deux fils qui sont rentrés de l'université, de l'Académie Mohila de Kiev où ils ont fait les études. Je vais vous montrer une illustration de Taras Shevchenko. Donc, écrivain ukrainien. Ouais, écrivain et peintre. On et peintre, aussi peintre. Donc là, vous voyez, à gauche, c'est Taras Bulba, sa femme, et ses deux fils qui sont habillés comme Boursake, les étudiants de l'académie, dans les tenues de moines. Et ce qui se passe en ces moments, c'est qu'ils ont fait 4 ans d'études. Les premières 4 années, c'était latin et rhétorique. C'est là où l'étudiant apprenait à écrire et à parler bien latin. 5e, 6e année, ils faisaient philosophie et puis théologie. Donc, il revient après 4 ans et leur père leur dit, bon, bah, ça suffit. En effet, votre but, c'était de devenir suffisamment éduqué pour avoir le poste parmi les Cosaques, pour être l'aristocratie des Cosaques, pour continuer la carrière militaire. Pour ça, vous n'avez pas besoin d'étudier la philosophie, arrêtez là et on va faire la guerre ensemble. Arrêtez d'être encore plus intelligent. C'est ça. On finit la guerre. Sinon, on fait plus de guerre après. Ouais, sinon, on fait plus la guerre. Ouais. Donc, voilà, c'est par rapport à comment l'Académie Mohila est représentée dans notre imaginaire collectif. Très bien. Je propose qu'on s'arrête là pour le premier épisode. Et on abordera du coup les sujets plus philosophiques du coup sur un second épisode. On a fait une très longue introduction. Ouais. Et donc merci pour toutes ces informations. C'était un vrai plaisir d'avoir cet échange. Et puis donc voilà, une prochaine capsule sera dédiée à un aspect plus philosophique à venir. Merci beaucoup de nous suivre et de regarder cette vidéo. À la prochaine vidéo avec Irena sur la philosophie.